Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Nous allons parler maintenant des groupes ponctuels de symétrie. Alors, nombre de propriétés des cristaux, représentés par des tenseurs, ont des éléments de symétrie qui doivent inclure ceux de la structure cristalline. La connaissance des éléments de symétrie des cristaux permettra donc de déterminer la forme générale des tenseurs de la physique cristalline. Nous allons voir un exemple de ce problème qui met en œuvre géométrie et théorie des tenseurs. Tous les cristaux sont isotropes pour quelques-unes de leurs propriétés. La masse volumique, par exemple, est représentée par un scalaire. Mais en général, la plupart des propriétés varient avec la direction dans laquelle elles sont mesurées. Elles seront représentées par des tenseurs d'ordre variable. Un postulat fondamental relie la symétrie d'un cristal à la symétrie de ses propriétés physiques. Ce postulat est appelé le principe de Neumann et on peut l'énoncer comme ceci. Les éléments de symétrie de toute propriété physique d'un cristal doivent comporter au moins tous les éléments de symétrie du groupe ponctuel de symétrie de ce cristal. Connaissant ces opérations de symétrie du groupe d'un cristal donné, on peut les utiliser pour déterminer l'expression générale du tenseur qui traduit une certaine propriété physique. Pour cela, on applique les opérations de symétrie aux équations qui définissent le tenseur, et puisque ces opérations font coïncider le cristal avec lui-même, c'est une symétrie, elles doivent laisser invariantes les équations de ce tenseur. Alors voyons un exemple. On va pas voir ici toute la théorie des cristaux. Considérons un cristal qui possède un axe binaire de symétrie, noté C2. C'est la notation conventionnelle. C'est-à-dire telle qu'une rotation de 180 degrés autour de cet axe amène le cristal en coïncidence avec lui-même. Donc, il est inchangé, invariant sous cette rotation. Étudions dans un système de base orthonormée, c'est plus facile, l'expression d'un tenseur d'ordre 2, donc on suppose ici une propriété décrite par un tenseur d'ordre 2, définie par les équations DI égale alpha IJ fois EJ. Peu importe que ce soit contravariant ou covariant, puisqu'on travaille dans un système de base orthonormée. Où DI et IJ varient de 1 à 3. C'est l'espace. Où DI et EJ sont les composantes de deux vecteurs qui représentent des grandeurs physiques. Faisons coïncider l'axe binaire C2 avec la direction des composantes D3 et E3. Donc on prend la direction 3, c'est l'axe binaire. Lors d'une rotation C2, les composantes E1, E2, D1 et D2 vont changer de signe, puisqu'on a la direction 3, les directions 1 et 2, et en faisant une rotation de 180 degrés, les composantes 1 et 2 vont s'inverser, tandis que la composante 3, donc D1 et E3, reste invariant. Faisons quoi Alors, les équations, ici, après une telle rotation d'un angle de 180 degrés, vont devenir moins D1 est égal à alpha moins alpha 1,1 E1 moins alpha 1,2 E2 plus alpha 1,3 E3, puisque
ces composantes-là changent de signe. Moins D2 égale moins alpha de 1 E1 moins alpha de 2 E2 plus alpha de 3 E3 et moins D3 ne change pas de signe, D3 égale moins alpha 3,1 E1 moins alpha 3,2 E2 plus alpha 3,3 E3. Supposons que les composantes EJ puissent avoir des valeurs arbitraires. Ce qu'on peut toujours réaliser si le vecteur E est une grandeur physique appliquée de l'extérieur au cristal. Par exemple, un champ électrique ou un gradient de température. Les équations devant être invariantes vis-à-vis de la rotation C2, il suffit de les comparer, de comparer ces équations avec celles-ci, et dire qu'elles doivent rester inchangées. Et cela montre qu'on doit avoir alpha 1,3 égale alpha 2,3 égale alpha 3,1 égale alpha 3,2 égale 0. Pour que ces équations restent inchangées, il faut que le quart des signes opposés s'annule, puisque là ils ne sont pas opposés. Donc ces quatre termes-là. Les tenseurs d'ordre 2 qui représentent des propriétés physiques de cristal dans les cristaux sont généralement symétriques. Il y a des exceptions, mais considérons que c'est symétrique. C'est presque toujours le cas. Supposons qu'il en soit ainsi. Donc alpha ij égale alpha j. La matrice du tenseur peut donc s'écrire sous la forme alpha ij est égal à alpha 1,1, alpha 1,2, 0, alpha 1,2, c'est symétrique, alpha 2,2, 0, 0, 0, alpha 3,3. Le tenseur symétrique, ça c'est dans un système de coordonnées d'axes, un système d'axes particulier. Les bases orthonormées avec un axe le long binaire de symétrie le long de la direction 3. Donc, après un changement de base, ça pourrait être différent, mais sous cette forme-là, c'est plus élégant, plus simple à voir. Le tenseur symétrique satisfaisant la propriété de symétrie du cristal possède donc 5 composantes non nulles, dont 4 sont indépendantes. Alpha 1, alpha 2, 1, 2, alpha 2, 2 et alpha 2, 3. Et alpha 3, 3, pardon. La théorie des groupes permet de calculer assez aisément le nombre de composantes indépendantes non nulles d'un tenseur qui est associé à une propriété physique d'un cristal. Ce nombre est égal au nombre de fois où la représentation totalement symétrique du groupe de symétrie apparaît dans la représentation tensorielle du groupe. On peut ainsi déterminer a priori le nombre de composantes indépendantes non nulles des tenseurs de tout ordre possible pour les 32 classes cristallines. Bien entendu, ça ne dit pas s'il y a moins de composantes indépendantes, par exemple pour la masse volumique, mais dans ce cas-là, on prend un scalaire. Il n'y a qu'une seule grandeur, puisque c'est isotrope. Dans certains cas, il faudrait une grandeur vectorielle, d'autres un tenseur d'ordre 2, parfois un tenseur d'ordre 3. Voilà donc pour le principe de l'application au groupe ponctuel de symétrie. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons les exercices sur les tenseurs. Je vous remercie.